Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout bonsoir Jean-Luc et Dany. Merci de nous rejoindre pour cette troisième alter-concertation, cette troisième séance que nous allons dédier ce soir à la question des paysages et du cadre de vie. Donc, comme les fois précédentes, l'idée, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas principalement de contester la concertation qui a lieu actuellement et qui est menée par l'ADREAL au sujet du contournement autoroutier d'Arles, mais plutôt de la compléter et de permettre à toutes et à tous d'avoir un accès plus large, peut-être plus moins partisan sur cette question du contournement autoroutier et nous faisons précéder les réunions de l'ADREAL, les réunions thématiques, par nos conférences débats en ligne. Et la réunion de demain aura lieu à 17h30 en Zoom pour l'ADREAL. Donc, j'ai la chance d'inviter ce soir Daniel Karcher, qui est ancien maire de Kolbsheim, qui est aussi un jeune retraité de l'enseignement, qui a enseigné la logistique industrielle, et qui va nous parler. Moi, j'avais très envie qu'on jette assez rapidement des ponts avec toute la mobilisation qu'il y a eu autour du grand contournement ouest de Strasbourg. Et Dany, en tant que maire, aura la possibilité comme ça de nous montrer aussi comment ce qui se passe à Arles n'est pas inédit, mais s'inscrit dans une histoire assez longue avec beaucoup de ressemblances entre le contexte arlésien et le contexte strasbourgeois, quand bien même les échelles seraient un petit peu différentes. Et puis, au niveau local, c'est Jean-Luc Moya qui décryptera pour nous un petit peu les enjeux de ce dossier. Jean-Luc Moya, qui est le fondateur de l'association Agir pour l'accro, qui est également consultant pour sa société 2 degrés, qui une société de conseil en gestion de projets durables, et qui a notamment participé au comité de suivi à différentes réunions préparatoires de l'ADREAL. Donc, la séance va se dérouler en 5 temps. On va essayer d'être assez concis parce que le programme de ce soir est très chargé. Et à l'issue de chacune de ces périodes, vous avez la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires. Pour ça, si vous suivez la diffusion sur le site internet, vous pouvez utiliser le petit formulaire de commentaires au bas de la page. Vous pouvez également nous envoyer un mail à contact@changeondavenir.org. C'est l'adresse qu'on utilise d'habitude pour vous contacter. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez utiliser les commentaires de Facebook. Donc, le contournement de Strasbourg d'abord, la pollution, les nuisances dans un deuxième temps, les paysages, la requalification de la RN 113 et enfin le projet de société qui se dessine sous un tel projet. Donc, Dany, je te passe la parole et notamment pour nous parler de ce contournement de Strasbourg qui a quelques airs de famille avec celui qui nous concerne aujourd'hui. Oui, merci de m'accueillir tout d'abord et peut-être à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent mes meilleurs voeux quand même pour cette année 2021. Je vous souhaite bien sûr dans ce dossier que, outre la santé par les temps qui courent, bien sûr aussi que sur ce dossier, le bon sens finisse par l'emporter. Les quelques images que je comptais vous projeter, Virginie m'a présenté comme un jeune retraité. Alors, il faut savoir que le contournement de Strasbourg, j'aime bien raconter que la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais adolescent. C'était mon père qui me parlait d'une autoroute, qui devait passer entre mon village et celui de nos voisins. Il ne savait pas à l'époque que ça se passerait quand je serais maire. Et donc, c'est depuis 2001, c'est en 2001 qu'est ressorti ce serpent de mer. Et bien sûr, ce que je vous montre là sur l'image, c'est le site officiel. Alors, c'est plus l'Adrial, c'était la DRE à l'époque.
donc l'équipement qui nous présentait ce dossier. Donc j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement sur Arles. Et il y avait les 5 objectifs de ce contournement. Les 2 premiers objectifs étaient soulager l'A35, c'est l'autoroute qui traverse Strasbourg ou qui passe à côté de Strasbourg, et réorganiser les accès à Strasbourg. Donc c'était l'objectif. Il y a les jours de pointe, aux heures de pointe, les jours ouvrables, des embouteillages sur Strasbourg. Ça énerve à peu près tout le monde, tous les gens qui y vont. Et bien sûr, quand on dit qu'on va construire une route pour régler ça, les gens en général applaudissent. Ce que moi j'essaye de vous montrer, j'aimerais quand même que tu reviennes juste sur l'image. Voilà, c'est sur le côté aussi, c'est que vous avez affaire, et je crains que vous ayez affaire aussi, à des lobbies. Donc vous voyez des CCI, etc. Voici des grandes affiches qui étaient placardées à Strasbourg, GCO, mieux accéder à Strasbourg, Strasbourg fluide, demain c'est possible. Je voulais juste vous dire que ça s'appelle tout simplement de la publicité mensongère et que ça devrait être interdit parce que, en fait, on va dire qu'il n'en sera rien. On peut passer à la suivante maintenant. Les dossiers, si on peut passer à la diapo suivante maintenant. Le dossier, est-ce que voici les problèmes? Bon, alors vous voyez des petits panneaux avec des points d'interrogation, hein, ça veut dire des panneaux attention. Donc, ils dénombrent un petit peu tous les soucis qu'il y a autour de l'agglomération strasbourgeoise. Et bien sûr, ça, c'est le diagnostic sans GCO. On peut passer immédiatement à la suivante pour voir quel est le diagnostic avec GCO. Donc, je vous laisse chercher les 7 erreurs comme dans les petits dessins qu'on cherche. Oui, vous pouvez chercher. Alors, en fait, vous avez exactement les mêmes panneaux qu'avant, qu'après. Et il faut une loupe pour regarder où est la différence. Donc, simplement, pour vous dire que les problèmes restent les mêmes après et avant. On parle de réduction de trafic sur la traversée de Strasbourg de moins de 4%. L'objectif de l'impact, ça va être moins de 4%. Oui, je pense que c'était 2 images très, très visuelles là, pour juste montrer qu'avant et après, ce sera pareil. Nous, on a appelé ça le triple mensonge. Pourquoi? Parce que on a vendu ce projet aux Alsaciens en leur disant que ça va soulager la 35, la route qui passe au droit de Strasbourg et qui va réduire les encombrements. Il n'en est rien, moins 3,8% si on fait des calculs par rapport aux chiffres. Alors les chiffres, c'est pas les miens. Quand je parle de chiffres, c'est toujours ceux de l'État. On a dit que ça apportera une solution au problème des poids lourds. Là aussi, il n'en est rien. Une image que j'avais alors c'est vrai que c'est peut-être pas une soirée à chiffres, mais les CCI, les chambres de commerce et d'industrie elles-mêmes, disent que les 2/3 des poids lourds qui passent en Strasbourg ont besoin d'y passer parce qu'en fait, ils vont charger, décharger dans Strasbourg ou dans l'Eurométropole puisque le business du département du Bas-Rhin est dans l'Eurométropole de Strasbourg. On dit aussi que ça ne coûtera rien aux contribuables parce que c'est un concessionnaire. Alors, on utilise le mot concessionnaire parce qu'on n'entend pas le mot péage. Quand on dit aux Alsaciens que ce sera une autoroute à péage, ils diront que ça ne marchera pas, les gens vont passer à côté. Mais quand on dit que c'est une autoroute concédée, on n'entend pas le mot péage. Donc, vous avez affaire aussi à des gens qui font de la psychologie et de la communication. Et donc, c'est important si c'est de être à péage, de le préciser tout de suite. Donc, les coûts, on sait déjà que le département va payer, on sait déjà que finalement, la région va payer, l'Eurométropole devra payer et il y a une subtilité. Comme on a compris que ça ne risque de ne pas trop marcher, le concessionnaire a réussi à mettre dans le contrat que si on n'arrive pas à dévier les poids lourds de la traversée de Strasbourg, ben, il faudra payer l'État français, donc les collectivités payeront une indemnité aux concessionnaires. C'est déjà prévu dans le contrat. On peut passer sur la suivante. On va aussi, vous avez affaire à une
enquête d'utilité publique prochainement, si j'ai bien compris. Donc là aussi, je voulais vous dire que une enquête d'utilité publique ne tient pas forcément compte de la pertinence ou non d'un projet. Ce que la commission d'enquête va vérifier, c'est beaucoup si les procédures sont respectées. Et elles ne sont pas toujours sympas avec les citoyens. Donc, par exemple, nous concernant, à l'époque, il y a eu 82% d'avis défavorables lors d'une enquête publique où il y avait beaucoup de contributions et la commission était très surprise. 16% d'avis qui étaient favorables et sur les avis favorables, plus de la moitié ou les 2 tiers étaient favorables parce que ça va délester Strasbourg, parce que ça va permettre de mieux accéder à Strasbourg. Or, il n'en est rien. D'ailleurs, la commission l'a rapporté et la phrase vient de la DRE, donc l'équipement de l'époque. Le désengorgement de Strasbourg n'a jamais été ni l'enjeu ni l'objectif du GCO. Et c'est là qu'on peut se poser la question, mais alors, c'est quoi? Alors, je vous propose l'image suivante. En fait, ce qu'il faut, notre GCO qui est schématisé là-dessus est tout simplement un élément d'un puzzle. C'est un élément d'un puzzle d'une image qui est beaucoup plus grande et l'objectif à terme, c'est de transformer l'Alsace en couloir à camion, à poids lourd, c'est-à-dire tous les poids lourds du Benelux qui vont des grands ports du Nord, qui voudront aller vers les ports du Sud, auront avantage à passer ici, puisque sur l'image que vous voyez, juste en face, sur le tronçon vert en Allemagne, il y a un péage, il y a une taxe, qui est là-dessus. Et chez nous, en Alsace, seul le GCO sera payant. Un seul petit tronçon orange sera payant. Il y a aussi une quinzaine, 12-15 kilomètres à faire au nord de l'Alsace pour aller à Karlsruhe en Allemagne. Et si cette route-là rejoint le nœud autoroutier de Karlsruhe, c'est le déversoir de poids lourds sur l'Alsace à ce moment-là. Et c'est ce que nous essayons d'éviter. Plus bas aussi, en Suisse, les transits est interdit aujourd'hui. Donc, les camions payent, bien sûr. Ils ont une taxe très conséquente. Et en plus, pour le transport, pour le transit, pardon, soit vous allez sur les rails, soit vous n'y allez pas. Nous, de notre côté, on leur fait une route. Sur l'image suivante, je pense qu'on verra une image plus grande de ce puzzle. Alors, je me suis dit, là, avec un peu de chance, vous êtes quelque part sur le tracé. Alors, c'est vrai, c'est qu'on parle de la route des tomates. C'est quelque chose qui était tiré d'un rapport parlementaire de l'époque où il y avait deux camions qui ont fait un accident du côté du tunnel de Fourvière à Lyon. L'un allait vers le sud, l'autre vers le nord, et chacun était chargé de tomates. Il faut savoir aussi, et une de nos craintes, c'est que on parle, vous avez peut-être entendu de plus en plus de route de la soie. La route de la soie, la nouvelle route de la soie, c'est les Chinois veulent diviser par deux les délais de livraison chez nous. Et donc, ils ont déjà acheté au nord de l'Italie un espace portuaire pour y aller. Il y a tout un système, si vous regardez ce dossier, tout un système de rails qui va de la Chine en traversant la Russie jusque dans les pays du Nord et vers Amsterdam, Rotterdam, les grands ports. Pour relier Amsterdam à la Méditerranée, on n'a rien vu et on craint que ce soit des routes et donc, entre autres, le maillon manquant qui est chez nous. Je ne sais pas si j'en ai encore une, je crois que c'était, voilà, donc c'est difficile de dire, il y a plein de choses à dire, on a essayé de synthétiser pour essayer de montrer et peut-être vous laisser entendre qu'il y a sans doute des choses très similaires avec ce qui est en train de se passer chez vous. Merci beaucoup, Dany. Alors, bon, là, c'était une présentation. Je ne sais pas si, Anne, il y a des questions qui sont arrivées
de l'extérieur, mais peut-être tu peux brièvement, pour celles et ceux qui ne sont pas très au courant, nous donner un petit peu l'issue sur ces 2 dernières années, l'issue de cette lutte, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs avis négatifs. Avis défavorable au niveau de différentes instances. Oui, tout à fait. On a vu que lors de la consultation, les gens étaient très, très grand majoritairement contre. La commission a néanmoins donné un avis favorable. Il y a eu bien sûr des recours contre ce projet au Conseil d'État. Le commissaire qui a étudié le dossier avait conclu au fait qu'il fallait annuler l'utilité publique. Je peux même vous dire que le ministre de l'époque disait que c'est de la connerie, c'est celui qui avait créé le Grenelle de l'environnement, mais néanmoins, il a signé. Donc, pour vous dire aussi que les lobbies auxquels vous avez affaire sont très puissants. Le Conseil d'État, le commissaire rapporteur dit qu'il faut annuler la DUP. Le Conseil d'État ne le fera pas parce qu'un jour, un Premier ministre s'est engagé et a dit qu'il fallait le faire. Il y a eu d'autres recours. Il y a eu, concernant surtout la nature, en une année, donc ça doit être 2018, 17-18, il y a eu 7 ou 8 avis défavorables sur ce projet. C'est du jamais vu. Pourtant, l'État a passé en force et a fait accepter ce projet-là. On pensait qu'il était annulé sous Hollande. Il a été réattribué une deuxième fois au même concessionnaire et aujourd'hui, les travaux sont en cours. Ça fait 2 ans qu'ils y travaillent. Donc, nous combattons, ce projet depuis 2001-2002 à peu près. Et on a été évacué par les forces de l'ordre des endroits qu'on essaye de défendre il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. La route, je pense qu'ils ont même déjà tiré du bitume à certains endroits. Des viaducs sont en construction. Alors, ils appellent ça des ouvrages d'art. Et ils ont beaucoup d'humour aussi, mais je crois qu'on le verra sur une diapo un peu plus tard dans la soirée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils sont en train, malgré tout ça, de faire la route. Et Pompon, les recours ne sont toujours pas jugés sur le fond, puisque ce n'est pas suspensif. Et donc, ils travaillent et on pense que c'est fait exprès. Ça coûte très cher aux concessionnaires en avocats, mais chaque fois que ça doit passer en tribunal, les avocats viennent avec d'autres éléments et chaque fois, ça retarde le dossier. Donc, nous pensons que le jour où on va inaugurer la route, il y a des chances que ce soit jugé dans les mois qui suivent. Bon, c'est un peu déprimant. On va continuer à Oui, voir c'est les pour parallèles. Ça que je vous souhaite autre chose. Voilà. Mais en tout cas, on a peut-être des choses à apprendre pour que les temps changent aussi. Hein. On en a parlé plus tôt, mais c'est vrai que au niveau social, au niveau des engagements environnementaux, climatiques, de préservation des terres, la situation n'est déjà plus celle qu'elle était il y a 4 ou 5 ans quand vous étiez face à ce projet. Donc, je vous suggère qu'on poursuive et qu'on aborde plus dans le détail cette fois la question des pollutions et des nuisances. Et pour ça, je te passe la parole, Jean-Luc. Merci Dany pour cette intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais paraphraser une expression que j'aime bien de Pierre Rabhi. Je ne vous souhaiterais pas bonne année pour 2021, mais plutôt bon courage. Voilà, en espérant qu'on ait une issue à ce projet qui soit beaucoup plus rationnelle et plus cohérente que celui de Strasbourg. Il faut, pour évoquer la question du cadre de vie du cadre de vie d'Arles lié à ce contournement autoroutier, évoquer la question qui est très prégnante de la pollution de l'air et notamment remonter
remonter d'un cran par rapport à une question fondamentale qui est la question de l'engagement de l'État vis-à-vis des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et personne n'est censé ignorer la loi, si j'ose dire. Aujourd'hui, on a un objectif très ambitieux de réduction de gaz à effet de serre de 40% par rapport à la période de 1990. Bon, je ne ferai pas l'affront de vous dire que nous sommes très en retard sur ces objectifs-là. En tout cas, il est posé depuis la loi relative à la transition écologique. Dans cet objectif de réduction, d'amélioration de la qualité de l'air, ce qu'on appelle les oxydes d'azote, hein, le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, qui sont des gaz pour le dioxyde très, très dangereux, sont les principaux polluants hein, qui sont combattus. Et ce sont des polluants qui sont issus, pour plus de la moitié, issus du transport routier. Et il faut savoir aussi que la France a été condamnée à plusieurs reprises et elle risque de l'être encore incessamment sous peu pour ce non-respect de la directive européenne concernant la qualité de l'air, et notamment, et ce n'est pas anodin, pour le fait que la France ne respecte pas la valeur limite annuelle, notamment pour le dioxyde d'azote, hein, ce fameux gaz qui est assez dangereux, et ce depuis 2010. Donc ça fait 10 ans que la France est déjà en infraction sur cette question importante qu'on pourrait penser être déconnecté du projet du contournement, mais qui n'est pas du tout, puisque ça pose le cadre légal, si j'ose dire, de ce projet. Si on descend à un niveau un peu plus bas, si j'ose dire, au niveau du pays d'Arles, il existe un plan climat-air-énergie qui a été rédigé il y a quelque temps et qui s'étale sur une période de 6 ans, de 2015 à 2021, et qui a cet objectif aussi de réduction des gaz à effet de serre, et notamment des oxydes d'azote de 40%. Et donc, on est vraiment en phase au niveau du plan climat-air-énergie avec les engagements de l'État et de la France vis-à-vis de l'Europe. Donc, on est, si j'ose dire, dans un cadre cohérent entre ce sur quoi le pays d'Arles s'est engagé et ce sur quoi la France a été, j'allais dire, réprimandée au niveau européen. Alors, pourquoi est-ce que, vous l'aurez compris, cette question de pollution de l'air, elle est aussi prégnante au niveau du projet de contournement autoroutier d'Arles? Tout simplement parce que c'est une cause de mortalité très forte. Hein, c'est, selon les plus optimistes, si j'ose dire, 48 000 personnes, 48 000 morts en France et plus de 78 000 pour les plus pessimistes, pour les décès qui pourraient être évités. C'est la troisième cause de mortalité évitable en France depuis plusieurs années. Ça représente une personne sur 10 hein, qui décède à cause de la pollution de l'air, avec un coût qui est exorbitant et qui est de 100 milliards d'euros annuels au niveau sanitaire. Donc, je me suis permis une analogie que vous me pardonnerez, je l'espère, c'est que la pollution de l'air en France, c'est quasiment un Covid chaque année. Et de la même raison qu'on se bat légitimement contre le Covid en France, je pense qu'il serait tout aussi opportun de se battre contre les projets qui vont créer et augmenter les causes de mortalité dans nos pays. Alors, le principal problème de ce projet, ou l'analyse, j'allais dire presque objective qu'on peut en faire, c'est que la pollution de l'air ne sera pas réduite
à l'issue du projet de contournement autoroutier, mais elle va juste être déplacée. Vous savez que le projet, c'est un projet de 26 km avec un élargissement de la RN 113 et un contournement effectif, un tronçon de 13 km à partir de Ballarin, à hauteur de Raphaël. Donc, cette pollution de l'air, elle va être quasiment identique, tout simplement pour les bonnes raisons que les trafics, de manière assez similaire à ce que vient de dire Dany, les trafics avec ou sans le contournement autoroutier sont quasiment les mêmes sur une échelle de 2000 à 2028. Donc, on est sur aujourd'hui entre 75 000 et 80 000 véhicules par jour à hauteur du pont sur le Rhône. Et selon les chiffres de l'Adréal, en 2028, on sera quasiment à 80 000 véhicules par jour, en intégrant le contournement. Donc ça veut dire on a quasiment le même nombre de véhicules, donc quasiment la même pollution. Et de fait, la pollution ne sera pas réduite, parce que ce n'est pas le tableau sur lequel on joue. On pourrait penser que c'est ce qui était le plus important, mais en fait, on va déplacer au sud les questions de pollution en espérant que le Mistral souffle régulièrement et plus souvent sur notre territoire. Ce qui est intéressant sur cette carte, excuse-moi Virginie, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on constate que au niveau des quartiers, on est une fois de plus pas tous égaux devant les questions de pollution. Alors bien évidemment, vous voyez sur la carte à l'ouest du tracé, au niveau du Vitier, au niveau du Trinquetail, Saint-Genest, sur la gauche, là, voilà, merci Virginie on voit bien que là, on a une amélioration qui est notable, hein, on ne se le cache pas, qui est très évidente au niveau de la qualité de l'air, donc de la pollution. Ça, c'est l'élément le plus flagrant. Par contre, au niveau du centre-ville, on a une légère amélioration peut-être au niveau de la Roquette, mais qui est encore assez infime, puisqu'on voit les taches jaunes qui sont les taches de pollution qui sont encore très présentes. Et puis, au total, au final, les grands perdants, ce sont tous les habitants qui sont entre Saint-Martin-de-Crau et Raphaël et Ballarin, à partir du début du contournement, où là, la pollution va augmenter. Et au total, quand on regarde les études qui ont été réalisées et fournies par l'Adréal, le bilan est le suivant, c'est ce que vous voyez sur le slide. La baisse de la pollution au NO2, donc au dioxyde d'azote, sera évidente pour 3000 personnes et le sera en augmentation pour 200. Donc au total, ce projet, même si c'est évident, même si on ne peut pas aller à l'encontre du fait, de l'idée qu'on ne peut pas laisser les gens subir cette pollution permanente et quotidienne, le contournement devrait améliorer sur cette question du dioxyde d'azote la situation de 2800 personnes. Voilà. Donc, c'est un élément important au niveau de... Voilà, ça c'est ce qu'on vient de dire, donc on peut passer. C'est un élément important pour relativiser la question de la pollution de l'air. Donc, au niveau de l'impact sonore, ce qui apparaît effectivement, on est sur des logiques qui sont assez similaires par rapport au fuseau de la pollution de l'air. C'est qu'aux abords de la RN 113, les impacts sonores vont être fortement améliorés puisque le trafic va être délesté vers le sud et ils seront, on la voit également sur le slide, inchangés au niveau de Saint-Martin-de-Crau et de Raphaël. Par contre, il va avoir effectivement un déport sur
notamment vers le quartier de Mariol, où là, il y a des problématiques sonores qui vont augmenter. Voilà, donc, juste avant de repasser la question à Dany, rapidement, à l'issue de cette réflexion qu'on peut avoir sur la pollution de l'air, moi, je me pose 3 questions où je pense en tout cas que les Arlésiens et les Saint-Martinois, qu'on oublie aussi généralement, qui sont très impactés par le projet, peuvent se poser légitimement ou peuvent poser en tout cas à l'Adréal. Premièrement, je me demande en quoi ce projet participe aux objectifs de la France de réduction de ces gaz à effet de serre. Je me pose la question de savoir si ce ne serait pas juste pertinent d'envisager de déplacer et de reloger les 3000 personnes qui sont impactées par les dioxydes d'azote. J'ai le sentiment que ce serait une solution qui serait peut-être plus raisonnable que le contournement autoroutier. Et puis, je me pose la question aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on veut construire une autoroute si dans les 10 ans ou 15 ans à venir, le trafic sera quasiment le même et ne sera pas en augmentation. Donc là, j'y trouve une incohérence évidente. Voilà, je redonne la parole à Dany, peut-être pour le GCO. Oui, en fait, il n'y aura pas de miracle, enfin, il n'y a pas de surprise, hein, on va dire sensiblement la même chose que Jean-Luc. On ne peut pas, je pense que des responsables politiques qui disent qu'ils veulent diminuer la pollution en créant une route, je pense qu'il faut les emprisonner pour protéger la population. Je crois que c'est la seule chose qui reste encore à faire. Ce qu'on essaie de montrer sur l'image que vous voyez en ce moment, c'est que j'avais dans un premier temps essayé de dire qu'il n'y avait pas d'impact ou un impact très faible sur les flux qui devaient traverser Strasbourg. Il est donc évident qu'il y aura le même impact en termes de pollution. Vous voyez ici sur la ligne, le petit tableau du haut, sur différents polluants. Il y a des polluants qui vont augmenter et ceux qui diminuent, en fait, diminuent très très peu. C'est de l'ordre de 1,5 à 2% la diminution de ces polluants, ce qui est normal puisque Jean-Luc nous a dit que la moitié de la pollution venait du transport. Si vous avez 4%, la moitié, vous gagnez la moitié de la pollution. Si vous diminuez de 4% le transport, vous diminuez de 2% la pollution. Donc, c'est vraiment peanuts. C'est pas la peine de faire des routes pour ça. De façon plus visuelle, si on n'aime pas les chiffres, on peut regarder en bas à nouveau une image avec un GCO et une image sans GCO. Quelle est la pollution? Donc, on voit sur la deuxième image le contournement de Strasbourg, GCO. On voit en couleur, vous avez compris que plus c'est foncé, plus ce sera pollué. Vous voyez d'un côté la pollution sans le GCO de Strasbourg et de sa région, et de l'autre côté, avec le GCO, vous pouvez constater que non seulement ça ne diminue quasiment pas sur Strasbourg, mais en plus, on va en mettre une deuxième couche avec le contournement ouest. Donc, on ne peut pas dire qu'on diminue. Donc, voilà pour la pollution. Hein. Alors, j'ai cru comprendre aussi, il me semble que j'ai lu ça aujourd'hui, Jean-Luc parlait aussi de particules. Les particules fines ou très fines, on n'arrive pas bien à les mesurer. Et donc, là aussi, on commence à progresser. Et les projections alors je n'ai pas vu les cartes, mais visiblement, les projections de pollution avec les nouveaux outils, avec les nouveaux thermomètres de mesure, montrent que c'est plus grave que ce qu'on pensait en fait. Hein. Voilà, donc en parlant de la pollution sonore, donc ça doit être l'image suivante. Donc c'est visuel aussi, j'ai vu que vous avez des jolies cartes de bruit aussi. Voici la carte de bruit qu'on nous a présentée, où vous voyez le village au sud, c'est Kolbsheim, et de l'autre côté, c'est nos voisins. Donc on a des belles couleurs vertes qui vont du vert foncé jusqu'au rouge foncé. Mais la question, la vraie, c'est mais que veulent dire ces cartes-là? Vous avez une petite échelle sur le côté avec le vert et ce que ça représente. Et donc, oui, très bien, c'était très bien de changer d'image et vous retrouvez en haut
ce que ça représente, donc les décibels, l'unité de mesure du bruit, et pour voir un petit peu ce que ça représente, parler normalement, parler fort, parler très fort, crier. Et en dessous, vous avez une autre échelle. Donc, une des échelles a été fournie par par le constructeur autoroutier, hein, donc enfin Vinci pour pas le nommer, pour montrer. Et l'autre, c'était le tableau qu'on a vu, c'était un institut belge. Voilà, donc on peut en penser, ça reste encore relativement subjectif, mais ce qui est important, enfin ce qui me paraît important, c'est la diapo effectivement suivante que j'ai vue, ce sont les pointes. Quand on parle des décibels, ce sont généralement des moyennes, c'est la moyenne LAEQ que vous voyez, hein, c'est celle-là qu'on mesure. Donc, elle est, je ne sais pas si on peut la montrer avec la... Voilà, tout à fait. Voilà la ligne qu'on mesure. Le chiffre qu'on vous donne, c'est celui-là. Et que de temps en temps, si vous vous mettez près d'une route, vous pouvez le constater vous-même, de temps en temps, vous avez un truc qui dépasse. Et ce sont ces points hauts que vous avez de temps en temps. Ben, ce sont ces points-là qui nous réveillent. Lorsque vous avez un trafic, alors je pense beaucoup à la nuit, lorsque vous voulez dormir et que vous êtes réveillé, ce sont ces pointes qui vous réveillent. Et donc, ça n'a rien à voir avec la moyenne qu'on vous annonce. On a montré aussi en bas sur l'échelle, donc vous pouvez prendre le nombre de véhicules qui doivent passer. Donc, chez nous, on a vu ici sur une simulation GCO, ben, vous avez 0h36, 0h40, donc ça veut dire que toutes les 6 minutes, vous pouvez vous faire réveiller. Un camion ou un poids lourd qui passe toutes les 6 minutes, ce n'est finalement pas beaucoup. Vous calculez combien ça fait. Ça fait 10 par heure. Hein, ça fait même une centaine par nuit. En fait, c'est pas beaucoup, entre guillemets. Donc, c'était pour montrer aussi les unités de mesure et de se méfier des chiffres que l'on vous montre dans les enquêtes publiques. Et chaque fois qu'on vous montre des chiffres, je crois qu'il est important que vous cherchiez à les comprendre, à les interpréter et les expliquer. Voilà ce que je voulais dire sur le bruit. Du coup, Anne, si tu veux nous rejoindre, on va prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y en a une que tu t'as prêté à poser qui revient un petit peu en arrière sur la lutte contre le GCO et peut-être d'autres également. Donc, je te laisse communiquer les questions. Alors, on a une première question concernant le contournement de Strasbourg et la question que j'arrive pas à retrouver, mais on va la retrouver tout de suite. Comment avez-vous financé les recours? Voilà, c'est une question pour... Il y a eu différents... Oui, il y a eu différentes... Il y a une association, j'ai entendu l'autre jour que vous aviez France Nature Environnement, peut-être dans votre combat. Nous avons, nous, une association affiliée à France Nature Environnement qui s'appelle Alsace Nature. Donc, beaucoup de recours sont passés par eux, mais nous avons aussi eu les communes en tant que maire. J'avais quelques collègues maires qui ont participé à ce combat. Nous avons fait voter des budgets dans des communes et je pense qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtises, une dizaine de communes qui ont, alors la taille des communes, voilà, c'est 1000, 2000 habitants à peu près. Hein. Et donc chacune de ces communes avait participé, même une communauté de communes avait participé au financement ou provisionné un compte pour payer des recours. Il y a aussi eu quelques particuliers. Il y a aussi eu des cagnottes et des caisses, mais il est vrai que les collectivités avaient participé. Si ça répond à votre question. Oui, très bien. Il y a deux autres questions. Anne, t'es partie, je peux les... Vas-y, on t'écoute. Oui, alors on a deux autres questions. Quelle solution peut-on envisager pour réduire les pollutions sonores existantes à Arles?
Il y a une autre question. Y a-t-il des solutions pour réduire la pollution sur la RN 113 existante? Alors, la première question, c'était pour le bruit, je crois, l'impact sonore. Il y a des solutions qui sont généralement techniques, qui sont proposées par les techniciens, mais aussi par les différentes associations qui sont impactées ou présentes dans ce projet. Vous les avez sans doute cités dans les autres ateliers, mais il faut le rappeler, moi je suis, comme le disait Dany, administrateur et membre du bureau de France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, donc partie prenante dans ce dossier, mais vous avez des associations aussi comme la Seine, Arles-Camargue Environnement Nature ou NACICA qui sont prenantes et qui se réunissent et réfléchissent depuis très longtemps sur ces questions-là. Il y a des propositions qui sont faites au niveau du bruit. Le premier, généralement, c'est la réduction de la vitesse. Voilà, donc passer de 90 à 70 km/h sur les tronçons les plus urbanisés. Et puis après, il y a la question des murs anti-bruit, qui sont effectivement aussi des questions évoquées. Et la troisième, souvent, elle est dans la technicité, dans la qualité du revêtement, les nouveaux revêtements qui permettent d'absorber les bruits. Bon. Pourquoi pas? Pour moi, c'est du plâtre sur une jambe de bois à chaque fois. Parce que on va... ce sont des solutions qui sont pas radicales. Donc, la question sonore, à mon avis, va rester très importante. On l'a dit, on le verra peut-être un peu plus tard. Malgré le contournement, il y aura toujours quasiment 30 000 véhicules le jour sur la RN 113. Voilà. Donc, si une partie du trafic sera délestée vers le sud, on aura toujours une proportion très importante de véhicules qui circulent, non pas à proximité d'Arles, mais dans Arles. Donc, franchement, la question de la réduction sonore par des solutions techniques, j'y crois très moyennement. Il y avait une deuxième question, je crois. Oui, la deuxième question, c'était y a-t-il, je suis désolée, à chaque fois je perds. Y a-t-il des solutions pour réduire la pollution sur la RN 113, sur la pollution existante? Aujourd'hui, on va l'évoquer dans un cas peu plus tard sur le cas de la requalification de la 113. La solution, oui, c'est à un moment donné, c'est de travailler à des solutions alternatives pour la réduction des véhicules en circulation. Je ne vois pas d'autre manière plus cohérente. Aujourd'hui, les questions, on l'évoquera sans doute, les questions de ferroutage sont très mal gérées en France. C'est-à-dire qu'on a une gare de péage à Miramas qui est largement sous-exploitée et le projet de liaison Fosse-Salon nous l'a démontré. Ces solutions de fret ferroviaire sont pas du tout très mal exploitées. Le fluvial sur le Rhône est très mal exploité. Voilà, donc pour moi, la solution la plus intelligente de réduction de la pollution sur la RN 113, c'est tout simplement de réduire les intrants, c'est-à-dire le nombre de véhicules qui y passent. Je peux intervenir aussi? Bien sûr. J'ai un petit exemple sur Strasbourg, ou sur cette traversée de Strasbourg, où il y a des murs anti-bruit qui ont été refaits il y a, mais je pense que ça doit être 10-15 années en arrière. Les murs n'étaient plus aux normes, on est plus efficaces, et donc on les a démontés et on en a refait d'autres. Avec les nouveaux murs anti-bruit qui devaient être plus efficaces, en fait, le bruit, on l'entendait plus loin qu'on ne l'entendait avant. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui va dans le sens de ce que disait Jean-Luc, pendant que les murs étaient tombés, qu'il n'y en avait pas, pour protéger
les gens, on a mis des limitations de vitesse à 70 km/h. C'est 90 normalement. C'était limité à 70 km/h et tous les jours, on affichait le nombre de PV qui ont été donnés la veille. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens respectaient cette vitesse. Et lorsque les gens respectaient la vitesse, alors qu'il n'y avait pas de mur anti-bruit, les riverains disaient que c'était plus calme qu'avant avec le mur anti-bruit. Le nouveau mur anti-bruit, je vous l'ai dit, en fait, ceux qui étaient tout près étaient un petit peu plus protégés, mais en fait, c'est très complexe le bruit. Mais on entendait la route plus loin et ils ont changé le revêtement. Ils ont mis un nouveau revêtement qui doit diminuer les nuisances sonores, qui doit diminuer le son. Et ça marche très bien, c'est descendu de je ne sais plus combien de décibels, ça marche relativement bien, mais c'est des revêtements très fragiles. Pour le contournement ouest de Strasbourg, et je conclurai là-dessus, la commission d'enquête avait suggéré, je rappelle aussi qu'une déclaration d'utilité publique, en fait un rapport, l'avis de la commission d'enquête n'est que consultatif, on n'est pas obligé de s'y tenir. Et là, il y a des endroits où la commission préconisait des revêtements spécifiques pour qu'il y ait moins de nuisances sonores. Vinci, puisque c'est de eux qu'il s'agit, ils ont tout simplement refusé de les mettre en œuvre parce que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas prévu, et c'est cher, et ça ne tient pas longtemps. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui se passe chez nous. Merci. On a une troisième question de Fabien. La pollution atmosphérique est-elle vraiment si concentrée aux abords immédiats des routes, telles que les cartes le suggèrent? Le fait d'avoir demain une autoroute à grande vitesse à quelques kilomètres d'Arles n'aura-t-elle vraiment pas d'incidence sur la qualité globale de l'air sur l'agglomération d'Arles et sur son centre-ville? Ben, écoutez, c'est une question qu'il faudrait poser aux spécialistes de la gestion des fluides. Moi, j'allais dire, je suis un enfant de Tchernobyl, quoi. Donc, je me souviens qu'en 1986, on nous avait dit que la radioactivité ne traverserait pas les Alpes, quoi. Donc, je pense que pour la pollution, on va vivre la même chose, hein. Ce sont des gaz diffus. Et donc, il y aura certainement à proximité, très proche de la RN 113, une nette amélioration, c'est évident. Mais une fois de plus, la qualité de l'air, elle va pas s'améliorer, puisque les masses de polluants vont rester quasiment les mêmes et vont se déplacer. Ce qui est assez un petit peu affligeant dans l'étude qui est présentée par l'Adréal, c'est que les mesures qui sont présentées dans le dossier en termes de pollution de l'air datent de 2015. Voilà, moi, je vous invite à aller sur le site d'Atmosud, anciennement RPACA, et de taper le code postal de la ville d'Arles et de Saint-Martin-de-Crau, et vous allez voir sur les années la qualité de l'air, j'allais dire en temps réel. Donc pour moi, non, la qualité globale de l'air restera très mauvaise. Alors, je suggère qu'on avance un peu pour passer à la troisième section, qui est celle qu'on consacre au paysage. Et pour ça, on va peut-être commencer par toi, Jean-Luc, et par l'impact de cet ouvrage sur les paysages que l'on connaît. D'accord, merci. Donc effectivement, je pense qu'on l'aura tous compris, il n'y aura pas d'autoroute, comme le disait Dany, sans des ouvrages d'art importants dans un territoire qui est un territoire plat et humide, et les questions hydrauliques sont très prégnantes dans ce dossier.
Donc, d'après l'Adréal, on s'en doutait un peu, plusieurs viaducs seront prévus, hein, notamment liés au fait qu'il y a certaines parties de l'autoroute qui passent dans des endroits très humides, pour ne pas dire des marécages. Et donc, il faudra prévoir des viaducs assez hauts, pour certains d'une longueur de 1,7 à 2 km. Alors, ces viaducs, voilà, on en voit un à titre indicatif. Ils seront premièrement en tête de Camargue. Hein. Il faut savoir que le contournement vient flirter avec les limites du parc national régional de Camargue, qui est classé comme une des 2400 zones humides les plus importantes au monde au titre de la Convention Ramsar. Voilà, moi, si ça ne gêne pas les porteurs de projets, moi, ça me gêne de constater qu'avec quelques centaines de mètres des limites du parc, on va se retrouver avec un énorme viaduc. Et puis, le slide le présentait avant, Arles se targue à juste titre d'être une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on va y mettre à l'entrée de la ville des viaducs qui seront visibles à plusieurs centaines de mètres, ce n'est pas de kilomètres. Voilà, donc je me plais à dire en ce moment qu'on va, dans les années à venir, se poser la question sur Arles, de savoir ce qui va être le plus visible de loin. Est-ce que ce sera la tour Luma, ou est-ce que ce seront les viaducs qui vont être construits au titre du contournement autoroutier d'Arles? Donc voilà, donc les impacts envisagés, on les voit, hein, Haute-Camargue, au niveau du bocage de Gimont, au niveau du Grand Rhône et au niveau du Petit Plan du Bourg. Hein, on est sur des terres, dans des plaines, hein, on va dire. Hein, la ville ou le territoire d'Arles est à peine à 1 mètre maximum au-dessus du niveau de la mer. Donc toutes les constructions que l'on va bâtir, on va les voir à des kilomètres à la ronde. Bon, on n'a pas parlé des coups de Crau aussi, et évidemment des marées d'Arafel notamment, qui vont être très très impactées, la Draille marseillaise et le Grand Plan du Bourg. On n'a pas parlé des Coussous, on l'a évoqué dans la session précédente sur les milieux naturels, hein, les Coussous qui sont quand même des milieux absolument uniques et totalement non compensables. On a entendu plusieurs, y compris ministres, dire qu'on ne détruirait plus jamais 1 hectare de Coussous. Et on reviendra tout à l'heure sur la problématique des hangars, mais le Coussou se trouve aussi sur l'itinéraire possible de ce contournement. Tout à fait. Et puis l'impact sonore que peut avoir, on en a parlé, on n'en a pas trop parlé, l'impact sonore, on en parle vis-à-vis des gens, mais des habitants, je veux dire, mais il y a l'impact sonore vis-à-vis de la biodiversité, hein, au niveau des animaux. Hein. Les animaux, quand il y a du bruit, ben, ils sont bons. Au niveau des autres impacts qui sont importants, qui sont ceux-là très peu évoqués, moi j'en vois un, qui est celui où je me pose la question pendant la phase des travaux. Ce sont des travaux qui vont durer pendant de nombreuses années. Je crois que Dany peut en témoigner là-dessus. Il va y avoir des travaux importants en termes d'élargissement de la RN 113, en termes évidemment de création du nouveau tronçon autoroutier. Il y aura des pouvoirs provisoires, des surlargeurs et des ouvrages de génie civil. C'est très facile à réaliser, j'allais dire en rase de campagne, mais là, au cœur d'Arles, je pense qu'on va être confronté à une panique monstrueuse dans les années à venir quand il va y avoir des travaux, tout simplement parce qu'on ne pourra pas stopper ces 75 000 véhicules au quotidien, et même si les travaux sont envisagés la nuit, on va être confronté à des problématiques de circulation qui vont être monstrueuses pendant la période de construction. Et enfin, voilà, on a évoqué tout à l'heure le cas des viaducs. Je vois qu'il y a le slide sur le grand contournement. Oui, Dany, juste peut-être pour compléter un peu sur cette question de l'impact paysager, parce que tu nous as envoyé des belles photos, je voulais qu'on en profite. Oui,
Oui, oui, bon, je ne sais pas tout ce qu'il faut dire sur les paysages, sauf qu'une fois qu'il est détruit, ben, il est détruit. Vous avez ici le village. Alors, si tu peux juste revenir sur là, il y a ici mon village, j'ai envie de dire, qui est celui qu'on voit devant, et un petit peu plus au fond, on voit notre village voisin. Entre les deux, il y a la forêt. Dans laquelle passe ce fameux contournement. Donc, vous avez compris que c'est une photo d'avant. Et quand vous parlez de travaux et de routes barrées et autres, la route entre ces deux villages est barrée depuis qu'ils ont évacué la forêt, c'est-à-dire en septembre dernier, ça faisait 2 ans que cette route était barrée, et là, elle le sera sans doute encore jusqu'à une bonne partie de 2021. Ça ne se voit pas trop puisque c'est une photo aérienne, mais sur le fond, après la forêt, c'est une colline, et donc cette colline, ben, on l'a ouverte. Alors, il y a bien sûr des paysages, c'est ce qu'on allait montrer, mais derrière la forêt, alors c'est une hauteur, mais vous ne le voyez pas, il y a des terres agricoles. Ces terres agricoles, ce sont, oui, vous pouvez passer la suivante. Ces terres agricoles, ce sont les terres parmi les plus riches d'Europe. Voire peut-être plus loin, tous les gens, enfin les agronomes qui étudient le disent, et qu'en fait c'est 300 hectares de terre comme ça qu'on a piqué pour ce contournement. C'est l'équivalent de 10 exploitations. Et donc c'est pour montrer aussi que c'est l'équivalent du banc de ma commune qui est rayé de la carte. Après, si une fois... J'en profite juste, excuse-moi de t'interrompre, pour dire que justement la prochaine session, je l'annoncerai, hein, qui a lieu jeudi, sera entièrement dédiée à cette question de la préservation des terres agricoles. Oui, oui, ce qui paraît quand même important, puisqu'il faut nourrir de plus en plus de gens et de plus en plus sainement, donc faire moins de productivisme. Donc, ça me paraît important de garder là où il y a des bonnes terres, quoi. Voici, là on est dans la fameuse forêt, donc entre les deux villages, et donc c'est là qu'il faut imaginer un terre-plein et un viaduc entre 12 et 17 mètres de haut. Il y a bien sûr de la faune, de la flore, et tout ça, c'est détruit. Et donc, bien sûr, il faut, comme on dit, compenser. Alors, je pense qu'on verra sur les prochaines photos, non pas des compensations. Voilà la colline, ben, vous voyez la forêt et le chantier, donc c'est la photo, je pense qu'elle a 1 an et demi qui est ici. Donc la colline, on commence à ouvrir la commune, bientôt elle sera totalement ouverte. Donc voilà à quoi ressemble un chantier. Et sur la prochaine, vous pouvez encore une fois voir un petit peu ce que ça donne, la route. Jean-Luc parlait tout à l'heure de chantiers annexes. Alors c'est vrai que quand vous construisez une route, enfin, il faut pouvoir aller sur l'ouvrage. Donc il faut quasiment imaginer autour de la route une deuxième route pour accéder et pour pouvoir travailler sur ce chantier-là. Et dès qu'il y a dès qu'il y a des maisons, dès qu'il y a quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. La forêt, on a eu beaucoup de mal à les empêcher de couper encore plus de forêt, parce qu'ils voulaient en couper encore plus pour pouvoir accéder à la route, hein, et accéder au viaduc, c'est quand même terrible. Alors, quand on ne peut pas éviter, on peut l'éviter, mais après, il faut compenser. Et ben, les compensations, les deux images précédentes et les suivantes que vous avez vues, mon Dieu, que vous voulez-vous compenser? Il n'y a rien à compenser. Pourtant, dans les dossiers, il y a des compensations. Alors, ces compensations, c'est quoi? C'est des arbres qu'on replante à l'autre bout du département. Je ne vois pas ce qu'on a compensé ici en replantant à l'autre bout du département, où de toute façon, autoroute ou pas, il y avait un projet de replantation. Donc je suis content pour mes collègues de là-bas qui avaient un projet qui ne savaient pas comment financer leur plantation. Donc Vinci, pour faire court, leur paye ou ces plantations, et on dira que ici c'est compensé. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et je précise aussi que j'ai pas mal de citoyens dans le village qui n'osent plus se promener
à l'ouest du village où il y a le chantier parce que ça fait trop mal au cœur. Jean-Luc, peut-être si tu veux commenter justement en termes d'options, des différentes options, parce que là, on a l'option qui est massivement impactante sur le paysage. Tu voulais évoquer ce tableau qui fait partie des documents Tout à fait. transmis par l'Adréal. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a le rapport tel qu'il est présenté par l'Adréal, en tout cas le rapport global qui fait un peu moins de 100 pages. Je ne vais pas inviter la population à le lire en entier, parce que 90 ou 100 pages, je ne pense pas que ce soit faisable. Je vous invite juste à aller, je crois que c'est la page 35 de ce rapport, où on a les 7 options aujourd'hui retenues en termes d'impact, à la fois un impact sur le cadre de vie, et également au niveau des développements économiques ou de ce qu'on appelle la fonction autoroutière. Sur ces 7 options possibles, on constate que sur la fonction cadre de vie, hein, qui est celle qui nous préoccupe ce soir, la seule qui serait très bonne, c'est ce qu'on appelle la variante sous-fluviale longue, hein, qui est une variante qui a été proposée il y a de très longues années en arrière, hein, puisqu'à l'instar de ce que disait Dany, le projet autoroutier d'Ars, c'est un projet aussi qui est ancien. J'étais aussi, moi, adolescent quand j'en ai parlé. Donc, cette variante sous-fluviale qui a été retoquée pour des raisons qu'on ignore il y a quelques années, aujourd'hui apparaît comme celle qui propose un respect du cadre de vie des habitants, donc tout ce qu'on vient de dire, hein, pollution de l'air, pollution sonore, impact paysager, et qui est la plus avantageuse. Et au demeurant, si on fait un peu de digression par rapport au débat qui suit, c'est la seule option qui a tout bon, si j'ose dire, hein, puisque toutes les cases, vous voyez, dans l'analyse verticale, la variante sous-fluviale longue, on est très bon ou bon. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est le coût du projet, puisqu'on est quasiment à 1,6 milliard par rapport à un projet qui est aux alentours de 800 millions d'euros. Voilà, donc, mais une fois de plus, on le verra aussi un peu plus tard dans la discussion, au niveau de la requalification, puisque les 800 millions d'euros aujourd'hui du FUSO qui est proposé par l'Adréal n'intègrent pas les coûts de la requalification de la 113 qui ne sont pas mentionnés dans le dossier. Donc, je pense on a un peu de retard et pas de questions encore rentrées à ma connaissance. Ou Anne et Luc, dites-moi si je me trompe. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Du coup, c'est tant mieux. En tout cas, n'hésitez pas à revenir et à poser des questions sur cette section-là plus tard dans la présentation, parce qu'il y a toujours un petit décalage en plus entre le direct et ce qu'on est en train de se dire. Dany, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe au prochain point? J'ai juste du sourire en voyant le tableau qu'on vient de nous montrer et que Jean-Luc a commenté. J'ai presque le même concernant le GCO sur une étude qui a été faite, mais donc c'est un cabinet extérieur. On avait réussi à avoir une expertise indépendante, d'ailleurs la seule que je connaisse sur ce dossier, et ils ont présenté un tableau un petit peu comme ça. Et en fait, la solution, donc si j'ai bien compris, c'est sous forme de feu rouge. Vert, c'est bon, rouge, c'est pas bon, et orange entre les deux. Nous concernant, la solution qui est mise en route ici, c'est la pire, c'est celle qui avait le plus de feux rouges, c'est celle qui finalement a été déroulée. Donc, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Donc, un tableau multicritères, on voyait aussi, il y avait toute une série de critères et une évaluation en couleur sur différentes solutions. C'est celle qui avait le plus de rouge qui a été retenue.
Voilà, Bon. c'était juste un Alors, nous, commentaire. ils ont quand même pris la peine de mettre pas mal de verre dans le fuseau sud parce que on le verra à la fin du document de synthèse. On voit que même à l'intérieur de ce faisceau qui est actuellement en concertation, donc il n'y a que cette sixième option-là hein, qui est réellement objet de la concertation. Toutes les autres ont déjà été éliminées, y compris l'absence de projet. Et à l'intérieur de ce fuseau, qui est un fuseau qui peut, dans ses lieux les plus larges, aller, je pense, jusqu'à 1000 mètres à peu près, il y a déjà une variante qui est la variante préférée du maître d'ouvrage. Et donc, on va voir si la concertation ajoute quelque chose vraiment ou si on se retrouve parmi cette option avoir déjà choisi le Sud Viguera et à l'intérieur de ce Sud Viguera, est-ce qu'on finira avec l'itinéraire qui est aujourd'hui l'itinéraire préféré du maître d'ouvrage? La suite va nous le dire dans quelques mois à peine. Donc, je vous suggère qu'on aille un petit peu de l'avant parce que pour ce qui est du cadre de vie, et notamment du cadre de vie des Arlésiennes et des Arlésiens, parce que ce n'est pas les seuls concernés par ce projet, mais c'est en tout cas eux qui subissent peut-être le plus massivement les nuisances liées à la situation actuelle. Je vous propose qu'on fasse un point précis sur la requalification de la RN 113, parce que, et c'est très clair dans tous les documents et de l'Adréal et dans la communication de la mairie aussi autour de ce projet, ce qui fait rêver dans ce projet, ce n'est pas tant l'autoroute elle-même que cette RN 113 qui va devenir un boulevard urbain. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. Et pour ça, je te laisse la parole, Jean-Luc, mais je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre cette diapo qui était diffusée dans un des ateliers de l'Adréal et qui, effectivement, nous fait rêver d'une requalification possible de la RN20 et de la RN 113, pardon. Et je te laisse la parole là-dessus. Ok, merci Virginie. Effectivement, la question de la RN 113 et de sa requalification est une question qui est essentielle dans le dossier. Comme tu le dis, elle fait rêver. Mais ce qui est étonnant dans le projet, finalement, c'est que le rêve auquel aspirent tous les Arlésiens ne soit pas véritablement présenté. On nous dit en page 70 du rapport de l'Adréal que, je cite, hein, le projet de requalification de la RN 113 est conditionné par la réalisation du contournement autoroutier d'Arles. Porté par la communauté d'agglo ACCN et la ville d'Arles, il est élaboré en parallèle de l'élaboration du contournement autoroutier. Et ça, je pense que tous les Arlésiens ou les Saint-Martinois, ceux qui empruntent ce contournement l'ont compris, on est face à un projet qui est vraiment bicéphale. Hein, on a ce contournement autoroutier et on a cette requalification de la RN 113 en boulevard urbain. Or, aujourd'hui, l'un est présenté sans l'autre. Hein, il n'y a pas dans la concertation qui est prévue ou qui est engagée de présentation d'un dossier concernant la requalification de la RN 113. C'est le flou plus total. Donc, on ne sait pas vraiment comment va être requalifiée cette RN 113. Comment est-ce qu'elle elle va exercer sa fonction d'office de délestage, et puis on ne sait pas non plus combien elle va coûter. Et ça, c'est une question qui est importante et qui est souvent éludée dans le dossier, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure hein, sur un projet qui est estimé à peu près 800 millions d'euros. La requalification de la RN 113, elle ne va pas se faire gratuitement. Et puis surtout, elle va devoir être financée. Et je me pose donc du fait la question, au-delà de l'absence totale d'une présentation et de la vente d'un rêve, comme tu le disais tout à l'heure, Virginie, de ce que cette requalification va avoir comme impact au niveau des impôts locaux. Donc, dans ce projet, on nous vend une maison, mais on n'a pas les plans de la maison.
et en tout cas, on ne sait pas combien il va coûter. Voilà. C'est la vraie problématique au niveau de cette requalification. Et le rêve qu'on nous vend, je suis désolé, mais je vais le ternir un petit peu parce qu'on parle de boulevard urbain. Il y a une définition précise du boulevard urbain que j'ai creusé hier et qui nous dit que le boulevard urbain se définit comme un axe structurant qui combine les fonctions de déplacement et d'espace public de qualité où les nuisances liées au trafic routier sont fortement réduites. Ça, c'est un peu les fonctions d'un boulevard urbain. Les chiffres nous montrent que dans cette situation, à travers la carte que tu nous proposes, Virginie, on sera toujours sur le pont passant sur le Rhône, quasiment à 29 600 véhicules jour, avec un pourcentage de poids lourds de 3%, c'est-à-dire 900 camions. Ces chiffres-là, qui avoisinent et qui flirtent avec les 30 000 véhicules jour, je me suis renseigné auprès de la Société des autoroutes. Le trafic moyen journalier sur un tronçon autoroutier en France aujourd'hui, il est de 29 800 véhicules par jour. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on nous vend comme un boulevard urbain ne sera pas un boulevard urbain. Ça ne sert à rien d'autre qu'un tronçon d'autoroute. Parce qu'à 30 000 véhicules jour sur une voie de circulation qui vient perforer le cœur d'Arles, là où à un moment donné on s'attend à de la mobilité douce, on s'attend à du vélo, on s'attend de la fluidité, on s'attend à une réduction aussi du caractère accidentogène de la RN 113 que nous connaissons tous, on va avoir rien d'autre que 2 autoroutes sur Arles. Ça, il faut bien intégrer. On va avoir un nouveau tronçon autoroutier qui partira de Ballarin jusqu'à la gare de péage à l'ouest, en allant sur Nîmes, et on aura un deuxième tronçon autoroutier qui sera celui qui est baptisé requalification de la RN 113. Donc ça, c'est un élément très important et qui est souvent occulté et complètement absent de la concertation qui nous est proposée par l'Adréal. Moi, je peux avoir une remarque? Oui. Je n'ai pas de question, hein, j'ai une remarque. Des questions ou des remarques, d'ailleurs. Votre problématique ressemble encore plus que ce que je pensais à notre contournement ouest de Strasbourg, puisque le contournement ouest de Strasbourg doit être aussi accompagné d'une requalification de la traversée de Strasbourg, qui coince. Et mais c'est exactement présenté comme vous l'avez présenté. À un moment donné, je vous ai dit qu'en termes de flux, très vite, on s'est rendu compte que finalement, même les promoteurs du projet, à un moment, disaient oui, non, ça ne marche plus. Finalement, c'est vrai que le GCO, le grand contournement, ne va pas désengorger Strasbourg, mais au moins, il va enlever de la pollution. Donc, on a enlevé l'aspect pollution. Maintenant, on sait que ça ne marche pas non plus. Et donc, mais il y a effectivement des images sur la requalification en parc urbain de la traversée de Strasbourg qui laisse rêveur et qui, je veux dire, on vous montre ces images, vous êtes un citoyen normal, vous dites, ah ben oui, moi je veux ça, hein, je veux ce. Et c'est là qu'il y a la priorité ou l'antériorité, c'est oui, mais pour faire ça, il faut qu'on fasse d'abord le contournement. Dans notre collectif, on avait beaucoup travaillé, on avait pris une espèce de livre blanc et on a proposé des solutions pour réduire, pour enlever les bouchons sur Strasbourg. Et en fait, on leur disait que c'est mettre en œuvre les solutions, c'est-à-dire le parc urbain. Il y a sûrement de bonnes idées dans ce qu'ils veulent faire. Mais s'ils arrivent à le faire, mais sachant que je crois que Jean-Luc l'avait déjà dit à un moment, ça ne marchera que en diminuant le trafic. S'ils arrivent à le faire, en fait, le contournement n'aura plus de sens. Donc, on est obligé de faire d'abord le contournement avant de vouloir se payer sur un projet de requalification. Je pense, entre parenthèses, donc le contournement de Strasbourg est en train de se réaliser. Je pense que la requalification,
on ne la verra pas pendant plusieurs années. Il y a dans Strasbourg une route qui va vers la ville voisine en Allemagne, et donc pour ça, il faut traverser le Rhin. Et donc pour traverser le Rhin, vous passez à côté de la zone fluviale, hein, qui est quand même je crois Strasbourg, c'est le deuxième port fluvial de France, on ne le sait pas trop. Et donc avec forcément une zone logistique et tout autour. Cette route qui va vers l'Allemagne est un boulevard urbain. C'est une hantise, ce boulevard urbain, pour les Strasbourgeois. Donc, quand on a parlé de requalification d'autoroute qu'on pourrait transformer en boulevard urbain, les Strasbourgeois, ça fait tilt. Ils ont dit, attendez, vous voulez le transformer en ça? Mais il n'en est pas question, on ne veut pas de ça. Donc, en fait, c'est devenu un parc urbain. On a changé le nom, on a dessiné un petit peu plus d'arbres, un peu plus de vélos, et donc c'est un parc urbain qu'on veut faire à Strasbourg, avec, bon, tenez-vous, parce que vous avez peur de faire passer 30 000 véhicules sur votre boulevard urbain. Dans le parc urbain, il faudrait en faire passer 140 000 véhicules, dont à peu près 10% ou 10 000 camions à peu près, 10 000 poids lourds. Voilà, donc on est dans les mêmes, et il faut appeler les choses par leur nom, je crois que ça s'appelle un fantasme. Voilà la remarque que je voulais faire. Bonsoir. Justement, à ce sujet, on a une question de Cyril qui pose la question du risque des bouchons en ville. Est-ce qu'avec un boulevard urbain à 30 000 véhicules et une vitesse limitée à 50 km/h, on n'aura pas un risque augmenté de bouchons? Dans le centre-ville notamment. C'est évident. Je pense que c'est la question de la congestion. On la vit tous, hein, en tant qu'Arlésiens, ou par rapport dans les problématiques des trajets domicile-travail. Puisqu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte à l'évidence que une grande partie, je crois que c'est 50 à 60% des véhicules qui passent sur la 113 sur le pont aujourd'hui, ce sont des trajets domicile-travail. Donc ça pose la question des transports en commun pour accompagner les Arlésiens dans leur déplacement navette domicile-travail. On le vit aujourd'hui le soir, on le vit l'été. Dès que vous avez, mais c'est un phénomène qui est lié au volume. Dès que vous avez le moindre accident sur une voie sur laquelle circulent 30 000 véhicules, c'est une catastrophe. Hein. Aujourd'hui, on le vit sur la 113. Les gens qui habitent près du rond-point de Pont-de-Cros ou à Pont-de-Cros le vivent quotidiennement. Donc oui, cette RN 113 va rester accidentogène, hein, parce que 30 000 véhicules jour, dont quasiment milliers de poids lourds, c'est monstrueux. Il y aura des ralentissements à accordéon qui seront systématiques pendant les périodes estivales, et puis des bouchons importants au niveau du centre-ville d'Arles, liés au flux, et puis liés tout simplement au premier accident qui va créer des embouteillages monstres. Donc ça ne résoudra strictement rien du tout. Pardon. Justement, on a deux autres questions qui concernent la municipalité et la CCM. Amandine demande quelles sont les propositions de la CCM et de M. de Carolis concernant le réaménagement de la 113. Et on a aussi Marie-Christine qui nous demande comment essayer de faire comprendre aux Arlésiens que cette requalification n'est pas acquise, notamment pour des raisons budgétaires. Donc, c'est des questions qui se rejoignent. Quelles sont les propositions de la CCM et de la mairie, et quelles sont les véritables raisons de cette requalification ou de cette absence de proposition? Je crois que la réponse est dans la question. Je pense que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que autant comme le disait Dany, autant le contournement, le tronçon autoroutier est vendu comme étant finançable par l'Europe et par une concession
céder à une société d'autoroute, autant la requalification de la RN 113 va devenir une problématique de la communauté d'agglo et de la ville d'Arles. Donc, la question est dans la réponse. Je pense qu'aujourd'hui, je crois savoir que la municipalité, la nouvelle municipalité, se pose la question de la requalification, de ses contours, de son financement. Je pense que la meilleure façon d'obtenir une réponse, c'est de poser la question. Premièrement, déjà aux porteurs de projets, comment se fait-il que la requalification de la 113 ne soit pas présentée dans le dossier de concertation? Ça, c'est une vraie question essentielle qui n'est pas posée, qui doit être posée en dur. Et je pense que, deuxièmement, il faut effectivement questionner les services techniques municipaux et politiques compétents de la ville d'Arles et de la CCM, et de savoir ce qui est prévu au niveau de cette requalification, comment est-ce que seront assurées la fluidité du trafic en prenant en compte ce qui est posé sur le contournement. Est-ce que ça va coûter au global pour la collectivité et pour les impôts locaux des Arlésiennes et des Arlésiens? Donc, si on est, rappelez-vous tout à l'heure, dans ce schéma des 7 tracés où on montre un fuseau préférentiel de 800 millions d'euros et un fuseau variante sous-flugale à 1,5 milliard, je ne sais pas combien va coûter la requalification de la 113, mais en tout cas, je vais lancer un chiffre. Si on est à 200 ou 300 millions ou 250 millions d'euros, je ne serais pas étonné. Donc, on va se retrouver grosso modo avec une somme très importante qu'il faudra financer localement. Et au total, mine de rien, si on additionne ces 200 millions d'euros aux 800 millions, on obtiendra quasiment 1 milliard d'euros. Et si on fait le calcul, on est à 29 millions d'euros le kilomètre de ce projet, ce qui est monstrueux par rapport à des projets de contournement, dans d'autres villes de France. Voilà, donc la question est très pertinente. Les Arlésiennes, les Arlésiens et ceux qui empruntent cette 113 de tous les jours doivent poser la question à la municipalité: quid de la requalification de la 113? Peut-être pour compléter ta réponse, Jean-Luc, sur les projets de la mairie, parce que c'est resté très, très flou en ce qui concerne les modalités de financement. Je sais que Marie-Amélie Ferrand-Cochiac est l'élu qui suit de plus près ce projet, a mentionné qu'il y aurait des sources de financement. Sans en dire beaucoup plus. Par contre, sur le projet que porte la mairie sur cette requalification, c'est un projet semblable un petit peu aux photos qu'on a vues plus tôt dans la présentation, à savoir finalement d'avoir une voie réservée vélo et peut-être vélo et transport en public, mais aussi d'intégrer tout ça dans un grand projet de mobilité douce au sein du territoire en augmentant la diversité et la praticabilité des offres de transport en commun, etc. Donc, c'est un peu un scénario idéal. Après, si on regarde les chiffres, moi, j'ai l'impression que l'alternative, elle est très claire. Soit on a, comme tu le disais tout à l'heure, 2 autoroutes, parce qu'on a 30 000 véhicules jour, donc on n'a plus le problème des accidents, etc., mais on est sur une 2x2 voies fluide. Là où aujourd'hui, on est sur une 2x2 voies parfois et souvent même congestionnée. Soit effectivement, on croit en ce projet de requalification via une voie mobilité douce, etc. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec à peu près le même taux. Si vous voulez, on a 30 000 véhicules sur 2 voies, 1-1. Là où aujourd'hui, on en a 80 000 sur 2-2, c'est-à-dire que la densité de la circulation sur le 1x1 voie est à peu près semblable à celle qu'on connaît aujourd'hui sur le 2x2 voies. Autrement dit, il faut se questionner, est-ce que nous, on a envie d'aller faire du vélo si on nous mettait une 3e voie
vélo mobilité douce sur la RN 113 avec le flux actuel de véhicules? Est-ce qu'on aura envie, et même est-ce qu'il serait conscient d'aller s'y promener en vélo ou à pied? Probablement pas. Donc je pense que là, il y a vraiment un problème, un enjeu qui est un enjeu de mécanique des fluides. C'est que soit on diminue le nombre de voies pour en faire un vrai boulevard et on se retrouve avec un transit, un flux hallucinant, soit en fait on a deux autoroutes. Les choses sont assez, en tout cas semblent assez bouclées sur ces deux scénarios. Est-ce que je crois qu'on peut peut-être… Oui, Luc, il y a une dernière question. Je ne sais pas si on aura de réponse. On va l'aborder très, très rapidement parce qu'on est en retard. C'est une question de Gwenaël. Concrètement, y a-t-il déjà eu des projets similaires menés à bien en France? Et si oui, quel en est le bilan, positif ou négatif? Je ne saurais pas répondre à cette question. La seule, peut-être Dany, mais la seule réponse, la seule idée que j'ai en tête, c'est, je reprendrai l'expression qui est chère à Stéphane Copé, qui est aujourd'hui administrateur et ancien président de France Nature Environnement de Bougerolles, et qui dit qu'à partir du moment où on crée un nouvel axe de circulation, on crée forcément un appel d'air et forcément une augmentation de trafic et forcément des nuisances. Donc, pour moi, c'est de la logique. Mais peut-être, Dany, as-tu des exemples en tête? Oui, alors l'exemple que j'ai, c'est celui sur Strasbourg, où le contournement est en voie de réalisation, et le parc ou le boulevard urbain, on a des jolis dessins, mais il n'y a aujourd'hui rien qui soit acté. Alors, simplement, je voulais… on a parlé à un moment, j'ai parlé de… Quand je dis lobby, bon, c'est pas positif, mais c'est pas négatif aussi. Je veux dire, il y a des groupes d'influence, ils sont réels, ils existent. Le patronat en est un. Le MEDEF, par exemple, était très actif pour demander le contournement de Strasbourg avec les chambres de commerce et d'industrie. Le MEDEF qui a poussé au contournement, aujourd'hui, freine le boulevard urbain. Parce que quand ils ont vu les dessins qu'il y avait, qui devaient traverser Strasbourg, ils ont dit, attendez, mais nous, on ne peut pas circuler là-dessus, là. Nous, nos camions, pour livrer les magasins, pour aller au port du Rhin, on fait comment? Donc, les mêmes qui poussent à un moment donné peuvent devenir des freins par la suite. Donc, et comme votre projet ressemble beaucoup à ce que je vis chez nous, je crains que la requalification, je pense que vous allez en parler encore très très longtemps. En tout cas, pour avancer là sur cette soirée-là et cette question des cadres de vie, nous, ce qui nous semblait important, c'est de se dire que considérer l'impact et les enjeux sur les paysages et notre cadre de vie sans questionner plus largement le projet de société dans lequel on s'inscrit, c'est quelque chose de trop partiel et que le premier cadre de vie, c'est justement la société dans laquelle on vit. Et donc, on avait envie, pour conclure cette session, d'évoquer un petit peu, et ça l'a déjà été de nombreuses fois en filigrane pendant toute la présentation et pendant les présentations précédentes, finalement, d'expliciter un petit peu le modèle de société, de consommation, de développement qui est sous-jacent à ce projet et qui le justifie. Donc, Dany, tu m'avais transmis ces photos impressionnantes, donc je te laisse ouvrir la voie, si je peux me permettre. Oui, c'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, ou alors au VOUX dans ce cas-là. Oui, d'accord. Oui, alors effectivement, tu parles de mécanique des fluides. Moi, j'aime bien parler de l'installateur sanitaire. C'est effectivement un problème de fluide. Si vous faites passer des choses dans un tuyau, si le tuyau n'est plus assez grand, il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit vous agrandissez la taille du tuyau, soit vous réduisez vos besoins en eau.
Et comme la voie actuellement, c'est un petit peu à l'économie, il y a plein de ressources à l'économie, ce serait peut-être plutôt vers là qu'il faut aller. Nous, ce qu'on fait, c'est ce que j'expliquais un peu sur Strasbourg pour le contournement, puisque ça n'enlève pas le fluide qui veut continuer à aller dans la ville. C'est-à-dire, c'est comme si mon tuyau n'est plus assez grand pour alimenter ma salle de bain. Donc, je vais construire un tuyau qui va contourner ma salle de bain. Il n'y aura toujours pas d'eau dans la salle de bain en faisant ce contournement. Alors, c'est vrai que les déplacements par jour et par personne explosent. Alors, moi, j'ai un chiffre de x4 sur le Bas-Rhin entre deux dates, hein, je ne sais plus quand c'était, fin du siècle dernier à aujourd'hui. On sait aussi que dans les enquêtes ménages, Jean-Luc parlait d'origine-destination. Donc, dans les enquêtes ménages, on a vu que s'il y a possibilité d'avoir un parking sur là où on travaille, dans 90% des cas, les gens prennent la voiture et que le trafic se était multiplié à peu près par 2 tous les 15 ans. Voilà, moi je préfère Confucius hein, qui dirait qui crée la route récolte le trafic. Oui, je sais, il l'a pas dit, mais il aurait pu le dire. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez régler les solutions, j'ai envie de citer aussi Einstein, alors je me demandais si je ne l'avais pas fait déjà, qui disait que si vous avez un problème à résoudre, si vous voulez résoudre durablement votre problème, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne changez pas l'état d'esprit qui l'a généré. Et je crois que quand Virginie parle de projet de société, c'est bel et bien cet état d'esprit qu'il faut changer. Voilà peut-être en introduction. Je crois à moins qu'il y ait encore une diapositive. Non, on peut peut-être laisser, parce que pour le coup, Jean-Luc est un peu dans l'œil du cyclone là, sur son modèle de société qui est, on pourrait dire, le modèle conteneur. Hein, et du coup, peut-être je passe la... Jean-Luc, je passe la parole à Jean-Luc pour poursuivre sur ce développement de la logistique. D'accord, merci. Je vais essayer d'être rapide parce que l'heure avance. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'on a des exemples de ce qui s'est fait ailleurs, positif ou négatif? Alors, positif, je ne sais pas. En tout cas, en matière d'espoir, il y a quand même le projet abandonné de contournement d'autoroute Lyon-Saint-Étienne. Pour lequel les jugements ont montré que les coûts étaient supérieurs aux bénéfices. Et puis, je dirais à la personne qui a posé cette question, ouvrons nos fenêtres, regardons ce qui se passe autour de chez nous, en tout cas autour d'Arles, et qui est à, je le rappelle, 15 km à Saint-Martin-de-Croix, 15 km d'Arles. On a une des plus grandes plateformes logistiques du sud de la France, qui s'étale sur 400 hectares pour quasiment 1 million de mètres carrés d'entrepôt. Cette plateforme, cet espace, cette zone logistique s'est montée très rapidement, hein, en à peine une dizaine d'années. Et ça va dans le sens de ce que disait Dany tout à l'heure. À partir du moment où vous avez une possibilité de créer une implantation possible d'entrepôts et d'un modèle à conteneurs, et que vous créez en plus les faisceaux autoroutiers qui vont bien, il y a un phénomène d'appel d'air et c'est ce qui risque de se passer avec ce projet de contournement. On a là, sur ce slide aussi, un document qui est publié par le Grand Port Maritime de Marseille, qui a identifié les 3 millions de mètres carrés d'entrepôts existants sur, voyez, à quelques distances, à quelques encablures du port de Fos, à peine trentaine de kilomètres. Donc, est-ce qu'on a des exemples de ce qui se fait ailleurs? Oui, on l'a à 15 km des portes de nos maisons, ou très proche pour les Saint-Martinois, et c'est pas très bon. Et c'est pas très bon parce qu'aujourd'hui, comme le disait Virginie, ça questionne notre mode de consommation, les produits qu'on achète.
renforcée par la crise du Covid, hein, puisqu'avec cette crise, de plus en plus de personnes ont acheté par Internet et donc du coup, à travers l'e-commerce, c'est une nouvelle forme aussi de logistique et de transport qui va se développer. Donc, il faut qu'on s'interroge, nous aussi, sans forcément aller questionner les porteurs de projets sur la façon dont on consomme. Il faut qu'on se questionne aussi de façon macro-territoriale, hein, pour prendre en compte le contournement autoroutier d'Arles et pas le voir d'une façon microscopique, parce qu'il se passe des choses ailleurs. Il se passe, et l'enquête publique est en cours de se terminer au niveau de la liaison Fosse-Salon, qui répond quasiment aux mêmes problématiques d'engorgement et qui va venir, j'allais dire, grossir, si j'ose dire, à l'est de Saint-Martin-de-Crau, les flux de voitures et de camions qui pourront emprunter le contournement autoroutier d'Arles. On a, pour les personnes les plus averties, le projet de bac de Barcarin qui est relancé. Donc, on se pose là aussi des vraies questions sur la traversée de la Camargue par les poids lourds. Et puis, on a constamment, hein, c'est tous les jours, c'est quasiment tous les jours, tous les élus de France veulent la zone logistique aux portes de leur municipalité. Hein, on a un projet d'extension de 55 hectares sur Clé Sud, et puis on a dans le Gard, hein, pour ceux qui se déplacent un peu sur Nîmes ou sur Montpellier, le projet Amazon à Fournaise, et on a comment dirais-je, des exemples flagrants d'extension de ces entrepôts et de ces zones logistiques sur le territoire. Voilà, donc pour conclure cette partie, en tout cas me concernant, je pense qu'on a... il y avait peut-être d'autres choses à voir avant, Virginie. Ouais, avant, parce que j'avais repris les éléments fiscaux, mais peut-être avant, justement, on peut, ou pendant que tu as la parole, peut-être commenter, mais du coup, tu l'as fait un peu plus tôt sur cette question des coûts et des coûts phénoménaux. Donc, si tu veux voir quelques éléments, mais j'ai l'impression que tout a été évoqué. On l'a évoqué. Alors, auparavant. Voilà. Et ce qui est important là, ce que tu mentionnes, c'est que c'est mentionné dans le rapport en page 41. Le rapport dit que pour financer le projet de contournement, deux principales sources sont mobilisables. Le recours au crédit public de l'État, des collectivités, via les différents impôts locaux, nationaux et taxes. Donc, c'est assez clair. Et puis, les contributions des usagers via les péages. Voilà, donc, c'est un petit retour en arrière sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, s'il y a requalification de la RN 113, à mon avis, ça passera par les impôts locaux. Et du coup, peut-être, Dany, très brièvement, mais parce qu'on ne va pas se laisser complètement dans le flou, tu évoquais, voilà, on voit quel est le projet de société finalement qui nécessite cette multiplication des voies de transport et notamment de transport routier. Tu peux peut-être conclure avec les 2-3 dernières diapos sur les modes de consommation sous-jacents et à l'échelle individuelle sur la façon dont on peut ou dont on doit se réformer nous-mêmes peut-être pour ne pas encourager et collaborer à cette destruction du monde. Oui, tout à fait. Juste pour citer une anecdote par rapport à... on est dans l'état d'esprit qu'il faut changer, dont on parlait tout à l'heure. Pour régler le problème, il faut changer l'état d'esprit. J'étais à une réunion un jour et il y avait un conseiller départemental qui disait « Mais on a 7 sources d'eau en Alsace, pourquoi vous nous ramenez de la Quétzac ?» Et un transporteur lui a répondu « Mais parce que les gens l'achètent. » Donc, en fait, il suffirait que les gens ne l'achètent pas, qu'ils consomment local. Voilà, on y est. C'est aussi bête que ça. Donc, ce sont bien les comportements. Et en fait, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que, quelque part, nous sommes tous responsables et il faut que nous jouions
tous le jeu. On peut peut-être passer les diapositives rapidement, Virginie. Oui, donc on peut mettre des choses sur les trains. Donc c'est ce qu'on voit ici, le système où on met les camions sur les rails, c'est fait juste à la sortie de mon village que c'est produit. En haut, on voit les trains. Par contre, Jean-Luc parlait de conteneurs. Il m'est arrivé de critiquer le système qu'on voit ici parce qu'on transporte des camions sur les rails. Ce qu'il faut transporter, ce n'est pas des camions, il faut transporter des marchandises. Donc, il faut ramener tout ça effectivement à des conteneurs. Et donc, il faudrait une espèce de maillage où on peut… Alors, le fluvial quand c'est possible, on sait que c'est le plus efficace en termes de consommation d'énergie en tout cas. Sinon, en train, en rail, les plus grandes, dès que c'est des grandes distances, et ne faire que les derniers kilomètres, par exemple, en camions qui ne sont pas forcément des énormes camions. C'est de l'organisation parce qu'on a je vous disais qu'on était dans la logistique. J'ai des collègues, quand je discutais avec des gens, par exemple, qui étaient à Rouen, en leur disant « mais pourquoi vous ne mettez pas sur des rails ?» Il y a un responsable logistique qui m'a dit « mais écoute, mais moi je suis pour le rail. » Il a dit « j'avais des choses à envoyer à Lyon, j'ai fait partir la moitié de la marchandise en train et l'autre moitié de la marchandise en camion. » Et il m'a dit « à ton avis, lequel était déjà arrivé alors que l'autre n'était toujours pas parti ?» Donc, on connaît aussi, ça aussi, il faut le dire, dans les entreprises, la SNCF, alors train égale SNCF, SNCF égale grève, ça fait peur aux entreprises, surtout si elles ne sont pas françaises, quoi, hein. Donc, il y a tout un travail à faire, mais je veux dire, donc il faut une volonté, je crois qu'il faut une volonté politique pour dire fortement qu'on va changer les règles du jeu. En tant que technicien logistique, hein, enfin je me considère en tant que gestionnaire de flux, il faut poser les contraintes et les ingénieurs trouveront les solutions qui vont bien. Et il faut y croire. On a parlé de transport. Les gens dont Jean-Luc parlait, si j'ai bien compris, qui veulent toujours aller à Arles, je soupçonne qu'ils sont à peu près seuls dans leur voiture. On avait fait un petit calcul, on appelle ça l'autosolisme chez nous, et on avait fait un petit calcul que l'autosolisme, si chacun est seul dans sa bagnole pour accéder à Strasbourg ou à l'Eurométropole de Strasbourg, si chacun laisse sa voiture chez lui un jour par semaine, une fois par semaine, en fait, ça fait 20% de voitures, ça fait 20% de voitures en moins sur la route et ça désengorge plus que le contournement qu'on est en train de construire. Je pense aussi que alors j'ai envie d'y croire parce que le confinement nous a montré des choses qui sont possibles, des déplacements qu'on peut éviter et je crois qu'on peut y arriver. Mais il faut qu'on joue tous nous-mêmes les jeux. Il ne s'agit pas juste de chercher aussi le transport le plus efficace, mais peut-être aussi penser à transporter moins. L'histoire du yaourt, je crois que c'est un truc suisse, ça vient d'une étude suisse. J'étais en vacances il y a quelque temps en Autriche et je me souviens, il y avait plusieurs restaurants, on avait fait du vélo le long du Danube et plusieurs restaurants où j'étais, où le restaurateur marquait sur sa carte que tout ce qu'on mange, enfin la plupart des produits qu'on mange chez lui, ça vient dans un rayon de 35 km. C'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque par rapport au yaourt qui se balade pendant 6000 ou plus de kilomètres. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit à peu près les choses. Donc, je crois que la prise de conscience vient, elle est là. Alors après, je ne sais pas si elle reste, parce que première période de confinement, je me suis dit, ah super, je voyais ça chez moi, autour de chez moi, tous les gens qui se rabattaient sur tout ce qui est local. Et puis, entre les deux confinements, on a appris des projets Amazon et des projets de plateforme logistique. Et je me suis dit, mon Dieu, mais finalement, c'est peut-être pas encore gagné, quoi. Mais il faut y croire et je crois que c'est important que vous le défendiez.
et je vous le souhaite de tout cœur, et je vous souhaite que, j'ai envie de dire que, sans mauvais jeu de mots non plus, que votre projet devienne l'Arlésienne. Donc la soirée des jeux de mots, du coup, on voit d'abord des transports plus efficaces, mais surtout moins de transports. Pour ça, c'est à la fois les enjeux de surconsommation, mais aussi cette frénésie de la vitesse, de l'instantanéité, de l'obsolescence et du remplacement permanent des choses qui est en jeu. Donc, on ne pourra évidemment pas aborder tout ça. Mais peut-être pour te laisser le mot de la fin, Jean-Luc, j'aimais bien... j'ai l'impression que tu as une sorte de scénario idéal. Enfin, comment dire, on est pour nombreux d'entre nous, arlésiennes, arlésiens, très, très, très attachés à notre ville, à notre territoire. Et je trouvais ça pas mal de te laisser finir avec cette espèce de nouvel horizon, nouvel idéal urbain que serait la ville moyenne. Donc, je te laisse conclure sur cette dernière diapo. Écoutez, c'est très gentil. Je vais essayer d'y apporter une note optimiste et positive. En tout cas, elle nous est apportée par la crise sanitaire actuelle, mais par des tendances de fond qui sont liées autour du retour des métropolitains vers des villes à taille et à dimension humaine qui sont caractérisées par des populations grosso modo de 20 à 5 000 habitants. Je crois qu'on a la chance de vivre, en tout cas sur Arles, les villes qui sont aux alentours d'Arles, sur un territoire qui est magique, sur un territoire qui est magnifique. C'est une ville, en tout cas Arles, à taille humaine, au sein duquel on peut vivre, au sein de laquelle on peut aussi travailler. On vit sur des espaces naturels remarquables, des réserves naturelles, des parcs, et donc on a le soleil, on a tout ce qu'il faut pour réussir, et on a cette tendance de fond qui fait que les villes de cette dimension-là, qui ont été longtemps délaissées par les Français pour partir sur des très grosses métropoles, ces villes-là retrouvent un regain d'intérêt très fort. Et on a vu de nombreux métropolitains, j'allais dire entre guillemets, se délocaliser, à aller vivre dans des villes de taille moyenne, comme celle d'Arles, 50, 60 ou 70 000 personnes. Donc je me dis que le monde d'après, le monde post-Covid, le monde post-contournement autoroutier, c'est sûrement la revanche des villes moyennes qui doivent conserver une qualité de vie, un cadre de vie important. Et j'en appelle, si j'ose dire, un peu pour définitivement conclure à cette fougue qui me semble être développée par la plupart des Arlésiens pour garder leur indépendance. L'indépendance du pays d'Arles, et notamment de ne pas être rattaché à la métropole marseillaise, et de vivre notre propre vie sans les contraintes de ce que nous pourrions subir des grands monstropoles, comme on les appelle ailleurs. Ça, je pense que c'est louable, et que les Arlésiens ou les habitants du pays d'Arles revendiquent cette, entre guillemets, liberté justifiée. Et à mon sens, cette autoroute, c'est vraiment le cordon ombilical qui va relier le pays d'Arles à des métropoles comme Marseille, comme Gênes et comme Barcelone. C'est aujourd'hui, pour des raisons qu'on ignore, une erreur du passé que de ne pas avoir fait une autoroute à cet endroit-là. Quelque part, c'est aujourd'hui une chance. Mais si on avance sur ce projet de contournement et qu'on relie l'ouest à l'est à travers ces 26 km, on va se relier directement au flux ouest-est des grandes métropoles, et on va perdre, à mon sens, ce qui nous reste encore de qualité de vie sur Arles et sur le pays arlésien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour cette soirée très riche. Évidemment, certaines des questions techniques, on y répond comme on peut, mais les vrais techniciens et ceux qui sont en mesure de répondre le mieux, ce sont les personnes qui portent le projet au niveau de l'ADREAL. Et donc, vraiment, l'idée de cette alterconcertation, c'est un petit peu de réfléchir ensemble, mais ensuite, il ne faut absolument pas délaisser la concertation elle-même. Et on vous invite à interpeller l'ADREAL à travers les différents moyens de communication qu'elle a mis en place. La concertation aura lieu jusqu'au 31 juin. 31 janvier, quel lapsus, jusqu'au 31 janvier. Et nous, dans le courant de la semaine prochaine, vu que la dernière de nos réunions a lieu jeudi soir, nous mettrons sur notre site, vis-à-vis de chacune de ces vidéos, des synthèses pour vous aider à vous y retrouver, éventuellement pour peut-être formaliser certaines des questions qui ont été posées et que vous souhaiteriez adresser directement à l'ADREAL. Donc, suivez bien l'actualité sur le site dans cette semaine et la semaine suivante. Et puis, on pense que ça n'est qu'un début. On va continuer à réfléchir et à discuter collectivement de tout ça. Jeudi prochain, donc jeudi là, après-demain, on se retrouve pour la dernière réunion de cette alterconcertation autour de l'agriculture et de l'hydraulique. C'est Cyril qui l'animera, Cyril Girard, et les intervenants seront Sébastien Levianois qui travaille dans le cadre des Greniers d'Abondance, qui est une association d'agronomes en fait, qui travaille sur la notion de résilience alimentaire et qui ont notamment publié un ouvrage très très intéressant là-dessus. Et Mathieu Esper qui est paysan, qui est à la coopérative du Mas Granier de Longomaille à Saint-Martin-de-Crau, qui pourra parler un petit peu justement de cette agriculture locale et diversifiée qu'on peut produire sur les riches terres que cette autoroute menace. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Une fois n'est pas coutume, on a dépassé un petit peu notre timing, mais la discussion, en fait, je crois qu'on le savait à l'avance. Donc merci à celles et ceux qui ont eu la patience de nous écouter. Puis on peut continuer à échanger, à communiquer là-dessus à travers le mail de Changeons d'avenir. Et vraiment, Jean-Luc et Dany, un immense merci pour votre disponibilité. Puis Dany, on attend qu'on soit un peu plus mobile pour t'inviter peut-être directement sur place, que tu vois tous ces paysages qu'on ne t'a montré qu'en photo pour l'instant. Avec plaisir. Bonne soirée à tous et puis à jeudi soir. Merci. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.